Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé au sommet de la COP 28 à Dubaï. Éducation, cette fois-ci, où la participation du ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle au 11e sommet mondial d'innovation pour l'éducation. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, les forces d'occupation israéliennes reprennent le bombardement des zones civiles à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous ai donc titre. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et président en exercice de l'IGAD, a pris part ce matin au sommet du 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28, qui s'est tenue aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le centre d'exhibition international de Dubaï a accueilli plus de 160 dirigeants mondiaux ainsi que des milliers de représentants du secteur privé, des scientifiques, des ONG pour discuter des actions et mettre en œuvre face au réchauffement climatique. Ce sommet marque un moment décisif pour agir sur les engagements climatiques et prévenir les pires impacts du changement climatique à travers une action commune, des prises de décisions, engagements en matière de climat, de promouvoir des efforts coordonnés pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Il est important de souligner que la République de Djibouti est alignée sur ses objectifs climatiques à travers des projets d'énergie renouvelable, de la construction d'infrastructures dédiées comme l'Observatoire régional pour la recherche sur l'environnement et le climat. Le pays ambitionne d'atteindre 100% d'énergie propre d'ici 2030. La COP de cette année marque la conclusion du bilan mondial qui est la première évaluation des progrès mondiaux dans la mise en œuvre de l'accord de Paris 2015 en vue de limiter la hausse des températures 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Le premier rapport reconnaît que le pays doit élaborer des plans pour un avenir de zéro net émission, que le passage aux énergies propres s'accélère, mais il indique la nécessité d'accélérer la transition rapide pour limiter le réchauffement dans le cadre des ambitions actuelles. Ce rapport, publié par l'ONU Climat, montre que les plans d'action nationaux actuels sur le climat, connus sous le nom de contributions nationales déterminées, permettent de réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre de 2% par rapport au niveau 2019 d'ici 2030, alors que les données scientifiques indiquent clairement qu'une réduction de 43% est nécessaire. Notre équipe est actuellement à Dubaï. Eh bien, notre équipe est actuellement à Dubaï pour faire part d'un reportage de résilience climatique. Eh bien, après le journal télévisé, vous allez suivre l'intégralité de ce reportage sur la chaîne 2, 3 reportages complets qui vous sera transmis de Dubaï où se tient la sommet COP28. Eh bien, comme je vous le disais, la communauté internationale se retrouve à Dubaï pour la conférence de l'ONU sur le climat. L'Union européenne compte faire entendre sa voix, alors que cette COP28 avec un message simple auprès de ses partenaires. Il faut faire preuve d'ambition. Voici un magazine préparé par la rédaction. La COP28 pourrait-elle mieux démarrer? Jeudi, au premier jour de la conférence sur le climat de Dubaï, les Émirats Arabes Unis ont annoncé un accord sur la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. Les pays hôtes s'est engagé dans la foulée à verser 100 millions de dollars au fonds. L'Allemagne a pris le même engagement. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale au cours des 4 prochaines années et son lancement est prévu pour 2024. C'est une journée vraiment historique et remarquable. Nous attendions ce jour depuis très longtemps, en particulier les petits États insulaires qui sont les Canaries dans la mine du changement climatique qui ont subi des pertes et des dommages climatiques. Avant beaucoup d'autres, ont fait valoir la nécessité d'un financement spécial. Avec ce manque de financement, nous avons créé ces liens entre le climat et la dette. Tous les pays vulnérables au climat sont maintenant aussi les pays les plus endettés du monde, parce qu'ils doivent financer la construction de la réhabilitation sans financement, a déclaré Anish Perso, envoyé spécial pour le climat à Barbare. Eh bien, l'accord conclu à présent apporte des réponses à plusieurs questions, notamment l'éligibilité des pays de la gestion du fonds à long terme. Autre actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti, M. Moustapha Mohamed Mahamoud,
participe au 11e sommet mondial de l'innovation pour l'éducation qui s'est tenu au Qatar. Le sommet qui s'est tenu du 28 au 29 novembre à Doha, dans la capitale qatari, a réuni plus de 2000 parties prenantes, de 100 experts du monde entier sous le thème Perspective, créativité, l'épanouissement humain à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA. L'objectif de ce 11e sommet de l'innovation pour l'éducation était de comprendre les enjeux de la maîtrise, créativité de l'ère de l'IA dans le contexte éducatif mondial, explorer les meilleures pratiques et les innovations éducatives liées à l'intelligence artificielle, ainsi que de promouvoir la coopération internationale pour renforcer le paysage éducatif. Lors de ce sommet, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle était accompagné de hauts cadres de son département, à savoir Mme Mouna Ismaël Abdou, inspectrice générale de l'Éducation nationale, de Mme Roda Mahmoud Issa, directrice générale du CRIPEN, de M. Mohamed Moussa Adam, chef de service au sein de la direction de l'enseignement privé et associatif, et de Mohamed Ali Beyle, professeur de mathématiques, ainsi que les présidents de l'association djiboutienne, Adam, Mat. La délégation djiboutienne a assisté à la cérémonie d'ouverture ce 11e sommet qui a été présidé par son Altesse Royale, le Cheikh Moza Ben Nasser, président du conseil d'administration de la Fondation de Qatar pour l'éducation. La Cheikh Moza Ben Nasser a souligné son engagement de plus de 2 décennies envers l'éducation en Palestine, particulièrement à Gaza. Elle a exprimé ses préoccupations quant à la destruction de 36 écoles universités soutenues par le programme Al-Farouq lors des récentes opérations de guerre, soulignant la perte significative pour l'avenir, insistant sur la nécessité de protéger l'éducation, la dissociation des considérations politiques ou des conflits historiques. Son Altesse royale a rappelé que chaque école démolie représente une atteinte au fondement de l'avenir éducatif. La délégation djiboutienne a activement pris part aux discussions sur des sujets cruciaux tels que l'éthique de l'IA, l'accès équitable à l'éducation et à la transformation du système éducatif. Elle a également participé aux activités de session principale incluant des ateliers interactifs, des présentations sur le défi éducatif actuel et les solutions novatrices. La participation de la délégation djiboutienne à ce 11e sommet mondial de l'innovation pour l'éducation a été une expérience enrichissante dans le domaine éducatif. C'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Restez avec nous. Ministériel qui avait pour objectif de présenter les dispositions politiques actuelles au niveau national dans la scolarisation des élèves en dehors de l'école. La table ronde était présidée par le Qatari de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, son Altesse Boutaina bin Ali Al-Jabr Al-Mlu'mi, ainsi que du PDG de la Fondation Éducation Abouv Al-Fahad Al-Soulati, table ronde à laquelle ont pris part les ministres de l'éducation des pays ainsi engagés dans cette initiative, à savoir la République de Djibouti, la Somalie, la Gambie, la Tanzanie, la Sierra Leone. Au cours de cette table ronde, le MENFOB a dans son intervention mis en avant les avancées significatives de notre pays dans la scolarisation de out of school grâce aux efforts du gouvernement djiboutien avec l'appui de l'éducation above all. Les taux de scolarisation brut de 87% à Djibouti, l'engagement de notre pays à atteindre 2025 une éducation universelle inclusive et de qualité. Le ministre a exposé les défis persistants du système éducatif local tels que la diversité géographique, les obstacles socio-économiques, les impacts des changements climatiques et enfin le captage des populations vulnérables. Il a enfin recensé les différentes catégories d'écoles non publiques, identifiant leurs besoins spécifiques à la nécessité. Un moment fort de la mission a été la rencontre du ministre djiboutien avec son homologue du Qatar, son Altesse royale Boutaina bin Ali Al-Jabr Al-Nu'aymi, renforçant ainsi les liens bilatéraux ouvrant la voie à de nouvelles collaborations futures. Les points de discussion ont notamment porté sur les opportunités de poursuite des études des sortants du CGPE, du lycée d'excellence dans les universités et écoles qataries et le renforcement des capacités dans la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Une réunion de travail, une visite ont ainsi été diligentées par le ministre de l'Éducation du Qatar à l'école d'éducation spéciale Al-Hidaya. La rencontre a eu lieu avec Mme Fatouma Al-Saadi, directrice de l'éducation spéciale du Qatar, en présence de la directrice de l'école, Mme Rim Mohamed, et de son staff. Un modèle innovant, Al-Hidaya, pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, mettre en œuvre des programmes répondant aux normes internationales dans les structures spécialisées et modernes. La délégation a pu apprécier l'engagement en faveur des écoles et de leur épanouissement à l'école offre des services spécialisés tels que l'ergothérapie, le physiothérapie, illustrant un exemple concret de l'application des programmes éducatifs.
Tout à fait autre chose. Le secrétaire général du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du CONTES. La réunion annuelle du national du CONTES de l'emploi et social a vu la participation des différents acteurs concernés, à savoir les syndicats des travailleurs djiboutiens et les secteurs privés. L'objectif principal de cette rencontre était de renforcer la gouvernance de la migration des main-d'œuvre à Djibouti. CONTES est une instance de tripartite qui constitue une plateforme d'échange de débats pour les partenaires sociaux, États, employeurs et représentants des travailleurs pour engager une concertation sur les questions relatives à la législation du travail. Lors de cette rencontre, des textes étaient adoptés à la réflexion. Il s'agit là du processus de ratification de la Convention 181 et aussi le processus de développement de la stratégie de la migration des main-d'œuvre en application avec les dispositions du Code de travail dans la République de Djibouti. Main-d'œuvre du Djibouti, en particulier le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, afin de faire avancer le processus de 181 et d'améliorer la compréhension des participants sur les normes internationales du travail liées à la migration et des main-d'œuvre. La représentante directeur régional du bureau de l'OIT, Efrem Gnit, a salué les efforts consentis de la République de Djibouti en matière de gouvernance. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre délégué chargé de la décentralisation a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel une réunion du comité du programme ADIL. Ont été discutées lors de cette réunion les différentes réalisations des initiatives des 5 régions de l'intérieur. Il s'agit là en effet de faire le point sur les différentes réalisations au niveau régional et de préparer d'autres approches pour les années à venir. Le développement régional efficace implique une approche globale, coordonnée, des renforcements des capacités régionales. Il s'agit là d'améliorer les compétences et les ressources des acteurs régionaux, qu'il s'agisse de gouvernance locale, d'organisations non gouvernementales ou d'entreprises, afin de mieux répondre aux besoins et aux défis spécifiques de la région. Le programme ADIL a permis de booster le processus de la décentralisation qui implique l'amélioration, la collaboration entre les différentes entités au niveau régional, favorisant ainsi une approche plus globale du développement régional. On participe à cette réunion le comité du programme ADIL, le secrétaire général du ministère de la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, la chef de coopération de l'Union européenne, Mme Simona Chiledi, l'agence française de développement, la directrice de prospective de développement territorial et les présidents des conseils régionaux des 5 régions. La programmation sous le instrument indiqué 2021-27 avec le gouvernement. Et au cours de cette réunion, les autorités, et monsieur le secrétaire général ici présent, ont d'ailleurs vraiment souligné toute l'importance de ce projet et de la décentralisation en général. Le lendemain, comme aussi déjà référé ici par le secrétaire général, nous avions en effet aussi organisé la présentation des PDR de chaque région à un large public de partenaires techniques et financiers. Ici, et ceci justement pour les intéresser à se joindre à nous pour garantir une deuxième phase de ce projet ADIL. Eh bien, les participants des populations dans le processus de développement régional permet tous les segments de la population pour garantir une représentation équitable des besoins et des perspectives locales. Écoutons le secrétaire général de la décentralisation. Vous le savez, le programme ADIL a, il faut bien le dire, permis de booster le processus de décentralisation en permettant des avancées notables dans plusieurs domaines. On peut en citer quelques-uns. Le cadre juridique de la décentralisation comportait des textes disparates, composés de dispositions ambiguës, conflictuelles, et qu'il fallait harmoniser. L'appui que l'Union européenne et Expertise France nous ont apporté à travers ce programme a permis d'harmoniser le texte législatif, le corpus juridique de la décentralisation,
et d'améliorer la lisibilité de ces textes en les rassemblant autour d'un document. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la garde-côte djiboutienne et la marine nationale qui ont pris part à une nouvelle édition de l'exercice maritime Bull Shark. L'exercice Bull Shark qui réunit les forces opérationnelles interarmées combinées américaines de la garde-côte djiboutienne, la marine nationale, est destiné à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité, de la sûreté maritime entre les différents partenaires qui prennent part. Rappelons que le colonel Ouass Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la marine nationale, ont supervisé le déroulement de l'exercice en compagnie de plusieurs responsables militaires américains, dont le capitaine Eric Handous de l'US Navy, du député commanding officer, du commandant master chef et l'officier Michael. Cette opération conjointe a servi aux participants de s'entraîner ensemble et d'échanger leurs connaissances dans les techniques d'abordage d'un navire suspect, la recherche, sauvetage en mer, les évacuations médicales en mer, ainsi que les techniques d'investigation en mer. L'étendue des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance accordée aux efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires qui visent à mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. Il s'agit là d'une nouvelle illustration de la volonté de la République de Djibouti et de ses partenaires internationaux à renforcer leur coopération et leur collaboration dans la sécurité maritime régionale au vu de l'importance de la position géographique stratégique de la République de Djibouti au carrefour de 3 continents, la porte du détroit de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'océan Indien. Eh bien, direction le nord du pays, cette fois-ci, où une forte délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, en mission dans la région du nord du pays, Obok et Tadjoura. Eh bien, après la région d'Obok, la délégation de l'UNFD s'est rendue à Tadjoura ville et au village du Daï, accueillie par le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, les autorités régionales. La délégation de l'UNFD a reçu un accueil chaleureux et a eu des échanges chaleureux avec le représentant de la préfecture, du conseil régional et les leaders des femmes de Tadjoura. Les échanges ont été intenses et riches. Tadjoura, lors des rencontres au siège des femmes de Tadjoura, une mission que l'UNFD organise dans le cadre des 16 jours d'activisme destinés à lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Accueillis par le préfet, le président du conseil régional et responsable de la région de Tadjoura, dans l'après-midi du 28, la délégation de l'UNFD conduite par Fatouma Moussa et comprenait parlementaires s'est rendue dans le bureau local de l'organisation de cette région dans le cadre de sa mission de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles. Eh bien, tout de suite après, on marche cette activité. La délégation conduite toujours par la secrétaire générale, Mme Fatouma Moussa, a poursuivi sa tournée dans la localité de Daï pour aller à la rencontre des femmes de ce village. La délégation de l'UNFD a reçu un accueil chaleureux de la population du Daï, sous la houlette du député Ahmed Wadat, en présence des parlementaires Oumar Mohamed Hamid. Au cours de cette visite, Mme Fatouma
Moussa Abdi, la secrétaire générale de l'UNFD, a remis à la population locale divers équipements et matériels offerts par Mme Khadra Mohamed Haït, première dame et présidente de l'UNFD. Ces équipements comprennent des aliments, des couvertures, des vêtements féminins, des moustiquaires, des cartons contenant des kits, des petits ustensiles de cuisine. La population locale a exprimé sa gratitude à la délégation de l'UNFD et à la première dame pour son geste généreux. Écoutons à présent la secrétaire générale de l'UNFD. Direction le sud du pays où le mouvement de la jeunesse unie et indivisible avec l'Organisation internationale pour la migration a organisé un atelier de sensibilisation et d'information pour les jeunes sur la migration à Ali Sebié. L'environnement et changement climatique de l'hôtel Palmaret, l'objectif était de promouvoir une meilleure compréhension chez les jeunes des liens entre la mobilité humaine, l'environnement et le changement climatique. L'ouverture de l'atelier s'est tenue en présence du président du mouvement des jeunes unis et indivisibles, la chargée du projet de l'OIM, le vice-président du conseil régional d'Ali Sebié et le représentant du ministère de l'Intérieur et de la Culture, le coordinateur du mouvement de la jeunesse unie et indivisible à Ali Sebié, ainsi que les membres du mouvement de la jeunesse unie et indivisible. Lors de son intervention, le président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible a déclaré que les jeunes ont un rôle crucial de jouer dans la question de migration et le changement climatique. Il les encourage à apporter leur perspective, leur énergie et leur engagement pour façonner un avenir durable. À l'issue de cet atelier, les connaissances et les expériences partagées par la formatrice a été vraiment enrichissantes, démontrant l'importance des liens entre le changement climatique et la migration. Les participants à l'atelier sont répartis avec une meilleure compréhension de leur rôle crucial dans le renforcement de l'action climatique. Qui existe entre les changements climatiques et la mobilité humaine. Aujourd'hui ou demain, n'importe qui peut devenir un migrant climatique. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cet atelier en collaboration avec l'OIM pour que les jeunes comprennent les enjeux cruciaux liés au changement climatique et la mobilité humaine. Direction le Nord où le SOS Village Enfants a marqué la clôture de la Semaine internationale des droits de l'enfant avec une cérémonie significative. La cérémonie a été enrichie par une présentation détaillée de l'organisation ainsi que des sketchs, danses et chants traditionnels. La cérémonie a vu la participation active du sous-préfet, du vice-président du conseil régional, des représentants de divers ministères, des notables de la région de Tadjoura. C'est la participation des acteurs clés a renforcé l'impact de cette clôture, témoignant de l'engagement commun envers le bien-être des enfants. L'objectif est pour le pays signataire de la Convention internationale relative aux droits des enfants, dont la nôtre, qui est également ratifié la Charte africaine, dédiée aux enfants, de sensibiliser le pouvoir public et l'ensemble de la communauté djiboutienne au respect plutôt des droits fondamentaux de nos chers bambins, dont notamment ceux axés dans le domaine de la santé, de prohiber l'enrôlement des mineurs dans le milieu de travail, mais de les protéger également contre tous les genres de violence. Remercier Monsieur le directeur de l'organisation de SOS Village, M. Ali, et l'organisation SOS Village, qui ont contribué à apporter beaucoup de changements depuis qu'ils se sont installés à Tadjoura, un foyer chaleureux pour les enfants. Messieurs, si nos enfants sont à l'abri à travers le monde, d'autres ne le sont pas. Comme vous le savez, aujourd'hui, les enfants de la Palestine, surtout de la bande de Gaza, ne vivent plus, ne savent plus ce que c'est que la vie, n'ont pas un lendemain. Et nos pensées vont à l'endroit de ces enfants. Aujourd'hui, nous fêtons. Mais est-ce que ces enfants savent ce qui va leur arriver demain? Chaque jour, nous devrons penser à ces enfants.
Malheureusement, nous sommes incapables de faire quelque chose. 10. En conclusion, je dirais bonne fête aux enfants et que votre fête soit faste. Merci beaucoup. Eh bien, le directeur de SOS Village a souligné lors de son discours le soutien crucial aux enfants en situation de guerre et a rappelé l'importance des droits de l'enfant. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le centre tennis de Gabon d'hier était le théâtre des finales d'un tournoi de tennis toute catégorie initié et sponsorisé par la société Presto avec la participation de 60 jeunes talents. Ce tournoi témoigne de l'essor du tennis dans notre pays. Au-delà d'un simple événement sportif, ce tournoi révèle une dimension humanitaire. Parallèlement, la Fédération djiboutienne de tennis a lancé une opération de soutien à la Palestine alignée sur l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh. Ceci souligne l'engagement de la Fédération envers des causes nobles, dépassant ainsi son rôle dans le monde du tennis pour devenir un acteur social. L'appui indéfectible du ministre du Sport, M. Hassan Mohamed Kamel, a été crucial dans la réussite de cet événement, en démontrant l'importance que le gouvernement accorde au sport en tant que levier de solidarité et de l'unité. Sous les encouragements du ministre, la famille du tennis djiboutien a brillamment relevé le défi, participant activement à cet élan de solidarité envers les Palestiniens. Cette convergence entre le sport et la solidarité internationale offre une plateforme unique pour sensibiliser, mobiliser la communauté autour d'une cause commune. Performance et aussi de les initier pour la bonne cause qui nous unit aujourd'hui, qui est faire un don pour la Palestine. C'est avant tout leur apprendre aussi qu'il est important de partager, de penser à ceux qui sont dans le besoin. Et nos enfants ont tous contribué à cet effort, à cet élan. Et ce fut une journée agréable pour nos jeunes sportifs et les parents également qui ont été très ravis d'être présents. Et le membre de la fédération remercie tout le monde, tous les parents, les enfants, avoir contribué à cette journée qui est Eh bien, après 7 jours de trêve, les forces d'occupation israéliennes ont repris les attaques des civils dans la bande de Gaza. La fin de la trêve et les martyrs et blessés des bombardements israéliens dans diverses parties de la bande de Gaza sont de nouveau d'actualité. Au 56e jour, la trêve temporaire a pris fin ce matin sans aucune nouvelle de sa prolongation. Israël a repris le bombardement des civils palestiniens dans la bande de Gaza et ses avions ont bombardé diverses parties de la bande de Gaza, ce qui a entraîné de nouveaux conflits, martyrs et blessés. Cela survient alors que des affrontements ont eu lieu dans plusieurs axes de la ville de Gaza et du nord de la bande assiégée. Ces dernières heures ont vu la fin du processus d'échange des prisonniers avec la libération par Israël de 30 Palestiniens, dont 8 femmes des territoires de 1948, ainsi que 22 enfants après que la résistance palestinienne de Gaza a libéré 8 Israéliennes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.